Bonsoir et bienvenue dans ce podcast dans lequel il s'agira de Belgrade, de la Serbie, où a eu lieu hier soir probablement la plus importante manifestation de l'histoire de ce pays, avec des centaines de milliers de personnes venues de toute la Serbie pour manifester contre le pouvoir corrompu du président Vučić. Nous avons un invité ce soir de nouveau. Il s'agit de Milica Čobrilo, ancienne ministre du gouvernement démocratique de 2007-2008, ambassadrice de Serbie juste après cela et aujourd'hui correspondante pour Le Figaro. Excellent podcast et à très bientôt. Bonsoir et bienvenue dans ce podcast où il sera bien évidemment question de Serbie puisque à mes côtés, nous avons de nouveau un invité de marque, Milica Čobrilo. Milica, tu es aujourd'hui correspondante pour Le Figaro à Belgrade, mais avant cela, tu as été ministre entre 2007 et 2008, puis tu as été ambassadeur de la République de Serbie en Tunisie. Tu es très souvent dans les médias en France pour commenter ce qui se passe en Serbie depuis de nombreuses années. Tu es donc une voix parfaite pour commenter avec Jean-Daniel et avec moi-même ce qui se passe maintenant depuis plus de 4 mois dans ce pays, où, point culminant, on peut dire, de mois de protestation, hier soir à Belgrade, le samedi 15 mars, a eu lieu une démonstration populaire. Les chiffres, évidemment, varient énormément pour des tas de raisons techniques, mais on peut se mettre d'accord sur plusieurs centaines de milliers de personnes, peut-être entre 200 et 300 000 personnes présentes dans les rues de Belgrade. Les nombreuses images qui circulent sur les réseaux sociaux et dans la presse, prises par drone, et aidées par le fait que les manifestants tiennent leur téléphone avec la torche allumée vers le haut et donc donnent une image de nuit tout à fait réelle de leur nombre dans les rues, image extrêmement impressionnante. Et je ne parle même pas du sentiment d'être à l'intérieur de ces manifestations hier soir, où, comme c'est aujourd'hui devenu une sorte de tradition, un silence de 15 minutes est respecté en souvenir des 15 victimes de la tragédie de la gare de Novi Sad le 1er novembre 2024. Donc hier soir, énorme moment de congrégation populaire, peut-être, mais on n'a pas de certitude, la plus grande manifestation de l'histoire de ce pays. En point culminant donc de 4 mois de manifestations à travers toute la Serbie, qui, on va le répéter pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'en Europe de l'Ouest, il faut bien le dire, il y a très peu de choses qui se disent sur ce qui se passe aujourd'hui en Serbie, mais donc la gare s'est effondrée, a fait 15 morts civiles complètement innocentes, signe d'une corruption endémique dans ce pays, et depuis maintenant plus de 3 mois, les étudiants, qui ont tous débrayé de leur faculté, exigent des choses très simples et pourtant très compliquées, c'est-à-dire l'application de la Constitution, la poursuite en justice des responsables de cette catastrophe, la poursuite en justice de ceux qui sont pris physiquement aux manifestants durant les diverses manifestations, dont certains ont eu des voitures qui sont rentrées dans la foule. Bref, en évitant le piège de la personnalisation des exigences, c'est-à-dire sans exiger le départ du président de la République, Alexandre Vučić, évidemment, sur la personne duquel tout se concentre. Donc, voilà pour donner un bref petit tableau de la situation. On va commencer tout de suite par Milica pour lui demander son avis sur ce qui s'est passé hier soir et sur les possibles conséquences de ce qui s'est passé hier soir. Bonsoir, merci de me permettre de m'exprimer avec vous. J'en suis honorée. Bonjour Milica, je veux quand même dire bonjour, grand plaisir de te revoir. Bonjour Jean-Daniel, nous nous connaissons très longtemps après. Plaisir. Très longtemps après. De te retrouver. Merci d'être avec nous ce soir. Moi j'ai une question toute bête. Est-ce que vous avez l'impression de faire l'histoire? On avait franchement l'impression, non seulement hier soir, mais déjà la veille au soir, oui, de faire l'histoire, d'en faire partie, de vivre vraiment, d'être témoin de moments complètement historiques. Parce que vendredi soir, c'est plusieurs milliers d'étudiants. Alors, je dirais même plusieurs dizaines de milliers. Plusieurs dizaines de milliers d'étudiants qui sont arrivés à Belgrade. Ils ont convergé de beaucoup de parties, d'au moins 5 ou 6 grandes villes de Serbie, en passant à pied, en vélo,
ils ont marché pendant des jours et des jours en cortège pour arriver à Belgrade avec le drapeau serbe à la main, pour finalement répandre la nouvelle qu'il se passe quelque chose et que le changement est possible. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi marcher à travers la Serbie ou en vélo ou traverser le pays en vélo? Parce que simplement les médias sont sous le contrôle du régime. Donc une grande partie de la population n'entend pas dire, ne sait pas ce qui se passe, parce que seulement ceux qui ont la télévision câblée est nain, et c'est moins de 30% de la population ont accès à une information un peu plus objective. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque de Milošević, l'information était... Il y avait plus de diversité de l'information? Certainement. Il y avait paradoxalement plus d'informations du temps de Milošević, parce qu'il y avait d'abord la grande et iconique radio et télévision B92 qui était financée notamment par Soros. Et qui a disparu. Qui a complètement disparu. Enfin, qui existe toujours, mais qui s'est fait totalement noyauter par le régime. Et il y avait aussi beaucoup de télévisions et de radios locales qui étaient indépendantes. Une des premières choses que le président Vučić a fait lorsqu'il a pris le pouvoir, c'est de privatiser toutes ces petites télévisions et radios locales et de les faire acheter par ses amis. Qu'en est-il de Danas, qui a été toujours un quotidien d'opposition? Alors, Danas reste un quotidien plus indépendant, mais il fait partie de ce groupe auquel appartient United Media, auquel appartiennent la télévision câblée, donc ENA, le quotidien Danas et un autre quotidien indépendant qui s'appelle Nova.rs, plus un hebdomadaire qui s'appelle Radar. Et ça s'arrête là. Après, nous avons toujours l'hebdomadaire Vreme, mais on parle de très peu de lecteurs finalement que ça peut et d'auditeurs que ça peut atteindre. Donc aller de village en village, de patelin du moindre patelin jusqu'à la capitale et aux plus grandes villes du pays, symboliquement pour les étudiants, c'est une manière de contourner, non seulement symboliquement, mais physiquement, de contourner le blocus médiatique. Et donc, les voir arriver vendredi soir, les pieds en sang, certains pieds nus, d'autres dans des chaussons tellement leurs pieds étaient gonflés, ils pouvaient plus marcher, complètement épuisés, mais un grand sourire au visage, en pleurs, avec les citoyens en liesse qui les ont accueillis sur des tapis rouges, les flambeaux, c'était mais absolument historique. Ouais, moi j'ai une question, excuse-moi, mais ça c'est un côté un peu trivial, mais tu dis que certains ont mis plusieurs jours pour arriver. Ils doivent pas aller au cours de temps en temps, ces étudiants, ou les universités sont toujours fermées? Qu'est-ce qui se passe? Toutes les universités sont fermées. Plus de 60 universités du pays sont bloquées depuis 4 mois. Non. Avec le soutien des professeurs, de quasiment l'ensemble du corps enseignant, avec le soutien des lycéens. Beaucoup de lycées aussi ont déployé. Et les enseignants du lycée également, et puis un soutien de la population qu'on estime que comment dire, le soutien populaire. Les ONG comme certains estiment à 80%. Et 80% des gens disent soutenir les étudiants, et environ 60% de la population admet avoir participé à au moins une manifestation. Et juste pour dire, petite expérience personnelle, mais j'étais dans le sud du pays il y a un mois, mais vraiment à 2 heures d'ici en voiture, dans un toute petite ville de province complètement perdue. Et je suis arrivé un dimanche soir, la rue principale était complètement blindée de monde, de tous les âges, qui défilaient très paisiblement. Donc déjà là, on se dit, bon, à peu près tout le village est venu défiler. Et puis, il y avait un policier qui faisait la circulation, puis qui m'a expliqué très poliment, je peux pas passer par là, il faut que maintenant que je passe par là. Puis on était là, on attendait, puis je lui ai dit, dis donc, le peuple s'est réveillé. Et il s'est retourné vers moi, il m'a dit, et comment il était temps? Ça paraît peu de choses, mais dans un pays comme la Serbie,
où l'étape très souvent se repose sur la police et sur l'armée, et surtout sur la police depuis maintenant 30 ans, qu'un policier ouvertement dise à quelqu'un qu'il ne connaît pas qu'il soutient vraiment les manifestants contre le gouvernement, indique un changement sociologique de fond. Vraiment quelque chose de tout à fait profond et de symptomatique qui, selon tous ceux qui l'observent, quelles que soient les conséquences immédiates de ces manifestations, ne fera jamais marche arrière. Alors, d'accord, donc les étudiants sportifs Oui. sont arrivés ça fait quoi, vendredi soir, hein? Oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé hier, alors? Alors hier, les Belgradois sont sortis dans la rue, ils ont commencé à se rassembler à 4-5 points différents dès 11h du matin. Et puis surtout, les citoyens sont venus de toute la Serbie pour rejoindre Belgrade. Alors avec beaucoup de difficultés parce que les trains ont été annulés parce qu'il y avait une alerte anonyme à la bombe. Donc il n'y avait plus de trafic ferroviaire. Tous les cars toutes les lignes de cars interurbains ont été suspendues sans explication. Plus pression a été faite sur les cars privés de ne pas transporter les étudiants qui avaient loué des bus ou qui que ce soit qui avait loué des bus pour venir jusqu'à Belgrade. Donc les gens sont venus en voiture et aussi grâce à tout un système de solidarité. Maintenant, il y a des tableaux Excel, des groupes Viber dégradés sur les réseaux sociaux. On dit, je veux aller à Belgrade, est-ce qu'il y a de la place? Les gens s'appellent, vont se chercher les uns et les autres, etc. Et donc, on s'est retrouvés avec, alors moi, je sais pas si c'est 200 000 ou 300 000, mais pour avoir été témoin de toutes les manifestations ces 30 dernières années, je peux vous dire que il y a eu 2 fois plus de personnes que à la manifestation la plus nombreuse contre le régime de Milošević, par exemple. Alors, donc, moi j'ai vu le 5 octobre sur la place de la République, quand il y a eu ce qu'on peut vraiment appeler une révolution. Et on me disait à l'époque, on avait estimé à 700 000 le nombre de personnes qui étaient dans la rue. Maintenant, les photos que j'ai vues, c'était très impressionnant, effectivement. J'ai vu des chiffres qui vont effectivement de 200 000 à 800 000. Donc, j'imagine qu'on peut... On a même dit que sur... Tu dis, Milica, qu'il y avait plus de monde que le 5 octobre 2000. Il y avait 2 ou 3 fois plus de monde que le 5 octobre. Il y a des images absolument manifestes parce que elles sont prises du ciel par drone, ce qu'on n'avait pas du temps de Milošević, d'une part, mais surtout c'est fait de nuit avec de nouveau ses téléphones. Tout le monde avait son téléphone allumé vers le ciel. Ce qui veut dire que le drone a une vision parfaite c'est cartographique. Et on voit, quand il passe sur le centre de Belgrade, toutes les grandes places, toutes les grandes avenues et même les contre-avenues sont absolument remplies de monde. C'est des centaines de milliers de personnes et on dit qu'entre vendredi et hier soir tard, c'est environ presque 1,5 million de personnes qui se sont échangées dans la rue, qui sont passées par la rue. Ce qui veut dire à peu près plus de la moitié de la population de Belgrade, sachant qu'évidemment il y a des gros contingents qui viennent de province dans tout ça. Ouais. Et juste pour appuyer ce que disait Milica sur la nécessité de fédérer la province. Pourquoi? Parce que tout simplement, et c'est le cas depuis Milošević, il faut rappeler que Vučić est un ancien ministre de Milošević et que ces manifestations ont en fait pour but profond, véritable, de solder définitivement l'époque Milošević. Vraiment de faire que ce dernier reliquat de cette ère néfaste et morbide puisse enfin s'en aller. Et ces régimes successifs se sont tous appuyés sur un électorat essentiellement rural et âgé. Donc, en passant par les campagnes, et en organisant avant cela des grandes manifestations dans les villes de province qui sont Kragujevac, Niš, Novi Sad, il y avait aussi une volonté délibérée et très intelligente de la part des étudiants de dire aux gens, c'est pas uniquement à Belgrade, c'est pas un truc d'élite urbaine privilégiée, c'est une chose massive qui atteint tous les citoyens. Alors, il y a 2 choses qui montrent il faut 2 exemples pour expliquer à quel point c'est une coupure avec les années 90.
sans que forcément les étudiants n'en parlent. Ils n'en parlent pas des années 90. Mais c'est la première fois, par exemple, que la communauté du Sandjak, cette région de Serbie qui est peuplée majoritairement de musulmans, s'est impliquée dans ce vaste mouvement. Donc, c'est la première fois que les étudiants du Sandjak, eux aussi, sont mis à bloquer leurs universités et à rejoindre leurs collègues et à Kragujevac. Ça a commencé à Kragujevac, puis après à Niš, et hier à Belgrade. C'est la période du Ramadan. Les étudiants serbes ont fait en sorte de les accueillir en respectant leurs rituels et à organiser les iftars à 17h, la nuit tombée, etc. Ils ont rendu hommage aux 15 victimes de l'effondrement de l'auvent de la gare de Novi Sad, les uns à côté des autres, chacun priant à sa façon. Hier soir, Zagreb, enfin toute la journée hier, Zagreb, la capitale de la Croatie, n'a pas utilisé son service ENA, enfin l'antenne de la télévision ENA croate, mais c'est simplement calé sur ENA émettant de Belgrade. Ils ont transmis toute la journée ce qui se passait à Belgrade. Les Croates. Oui. Les Croates, ça n'est jamais arrivé. Jamais. Et qu'est-ce qui explique cette fascination croate? La grosse différence. Est-ce qu'ils ont vraiment est-ce qu'ils ont vraiment tourné la page des années Tudjman? Mais disons que ce mouvement est mené par les étudiants. Et ces étudiants ont des repères, qui sont complètement différents des nôtres, enfin des générations plus âgées. En octobre, le 5 octobre 2000, on a renversé Milosevic, mais on n'a pas forcément renversé les systèmes de valeurs. Alors que là, les étudiants, leur mot d'ordre, c'est amour, solidarité, empathie. Vous avez, dans les manifestations, vous avez des gens avec des ballons en forme de cœur. Il y a des pancartes en forme de cœur. On parle on parle de choses qui peuvent, enfin, on parle de termes et de concepts qui sont proches pour tout le monde dans la région. Ouais, là, ça fait plutôt penser aux manifestations contre le Vietnam, genre Peace and Love. C'est plutôt. À ce sujet, il est pensé que ces manifestations estudiantines sont les plus importantes manifestations estudiantines en Europe depuis 1968. C'est en tout cas ce que dit moi, je vois pas de parallèle, hein, effectivement. Si je compare ça aux manifestations pro-palestiniennes ou pro-Gaza qu'on a vu un peu partout aux États-Unis et puis en Europe, c'est du pipi de chat comparé à ce que sont en train de faire. Et alors après, j'aimerais juste essayer de visualiser ce qui s'est passé. Donc à un moment, hier en fin d'après-midi, il y avait toutes ces centaines de milliers de personnes rassemblées au Centre-Ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, les gens dansaient. Les gens disent, quand ils se bousculent un petit peu, ils disent excusez-moi, pardon. Il n'y a pas eu une bousculade, il n'y a pas eu un incident. Pas un papier par terre. Mais il y avait un podium, il y avait des orateurs, il y avait de la musique. Il y avait de la musique, place Slavia, il y avait de la musique, il y avait des chœurs qui chantaient. Alors, il y avait quand on mettait de la musique, on choisissait des morceaux que la plupart des gens connaissent, toutes générations confondues, pour qu'ils puissent être chantés en chœur. Et ça marchait, les gens chantaient. Ça marchait évidemment. Et puis il y a eu la nuit est tombée, et puis il y a eu ces 15 minutes traditionnelles de silence. Comment ça se passe au niveau de la chorégraphie? Il y a quelqu'un sur un podium qui dit maintenant silence pendant 15 minutes. Oui, mais il y a aussi dans la foule des délégués à la sécurité étudiants qui ont des gilets jaunes et qui ont des porte-voix et qui, d'une manière extrêmement disciplinée, répètent les mots d'ordre. Donc moi, j'étais dans un endroit dans la foule avec mon ami, et puis à 10 mètres de nous, il y a une jeune fille avec un gilet jaune qui a dit « Maintenant, ça commence, les 15 minutes ». Et immédiatement, silence absolu. J'ai fait un petit film où donc on est entouré de centaines de milliers de personnes.
des centaines de milliers de personnes. J'entendais quelqu'un qui toussait à des dizaines de mètres de moi. On n'entend plus rien. Un aboiement de chien ou un tout sautement par-ci par-là, c'est tout ce qu'on peut. Et je sais pas si ça existe dans l'expérience humaine, quelque chose comme ça. C'est absolument incroyable d'être dans un état. Ça me paraît être une version encore beaucoup plus professionnelle de ce qu'avait fait Haute-Port à l'époque, parce que Haute-Port, ils avaient aussi ce même genre d'organisation, avec des gens dans la foule qui repéraient les gens qui risquaient d'être un peu agités, qui leur disaient « va te calmer un moment ». Mais là, c'est évidemment encore plus sophistiqué, aussi par les moyens de communication. J'imagine que tous ces gens sont reliés à une centrale, quelque part, qui leur dit « bon, maintenant on commence les 15 minutes », et puis les 15 minutes commencent. Mais donc, si j'ai bien compris, c'est un mouvement qui n'a pas de visage et pas de leader. Non, il n'y a pas de visage, il n'y a pas de leader. Et c'est tout le... Enfin, disons que c'est encore une des particularités de ce mouvement. Donc, il y a cette discipline qui est dictée par les étudiants et que tous les citoyens sont... à laquelle tous les citoyens sont heureux de se plier. Il y a cette espèce de solidarité, euphorie, mais en même temps catharsis collective, notamment pendant ces 15 minutes de silence. Et donc, cette particularité, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont tant ils ont tant de followers, tant de citoyens qui leur font confiance et ils veulent pas de leader. Et la manière dont les étudiants s'organisent, ce sont ce qu'on appelle, ils appellent ça des plénums. Donc d'abord, les facultés sont, très peu de gens peuvent entrer dans les facultés qui ne sont pas étudiants ou enseignants. Moi, j'ai eu l'honneur d'entrer dans une faculté, mais pas d'assister à un plénum. Par contre, pour que je puisse y entrer et en interviewer quelques-uns, il a fallu que ce soit à l'ordre du jour du plénum pour qu'ils acceptent. Et ensuite, c'est aller pour vérification au groupe de travail qui s'occupe des relations avec les médias. Donc, chaque faculté a divers groupes de travail. Certains s'occupent des médias, d'autres de la logistique, de l'aide humaine, de comment ils vont manger, qui va leur apporter des repas, etc. D'autres de la sécurité, c'est un des groupes les plus importants, etc. Et après, ça se fédère entre facultés et ils ont des espèces de groupes, comment on dirait ça, de parapluie qui chapeautent le tout et qui prennent les décisions les plus importantes quand toutes les facultés sont concernées. Donc, il y a quand même une structure, il y a une organisation derrière. L'organisation est absolument extraordinaire. Ils ont un programme informatique qu'ils ont mis eux-mêmes en place qui s'appelle Python pour compter les voix lors des votes au plénum. Alors qu'il n'y ait pas de triche. Juste expliquer quand même ça c'est important. Si quelqu'un nous écoute en Suisse ou en France, il trouvera peut-être un petit peu incongru d'avoir de telles mesures de sécurité. On est quand même dans un pays où le régime ne se prive jamais d'infiltrer et de saboter de l'intérieur ce genre de mouvement. C'est d'ailleurs en cours, puisque devant le Palais des Présidences, il y a le Palais des Présidences, ancien Palais Royal, il y a un petit parc, et de l'autre côté du parc, il y a le Parlement de Serbie, ancien Parlement de Yougoslavie. Et dans ce petit parc, il y a quelques semaines maintenant, 2-3 semaines, depuis le 6 mars, sont arrivés des contingents d'étudiants, disait-on, avec des tentes, et ils ont établi un campement entouré de tracteurs sans plaque minéralogique pour les protéger, et c'est donc des étudiants qui ne sont pas des étudiants, qui sont payés par le gouvernement, d'une manière évidemment informelle, mais qui sont payés, qui sont là pour être un visage alternatif des étudiants serbes qui soutiennent Vučić et soutiennent le gouvernement, etc. Et qui veulent retourner faire des études. Et qui veulent retourner faire des études, qui ont leurs exigences à eux, qui sont complètement bidons, mais pour dire que lorsque les étudiants des facultés, les véritables, ont des mesures de sécurité extrêmement strictes et se montrent selon nos propres valeurs un peu parano, il y a des raisons pour l'être. Ouais, enfin, je crois que même disons, dans l'Europe un peu plus occidentale ou aux États-Unis,
il y a aussi des raisons d'être un peu parano quand on manifeste aujourd'hui. Hein. On a vu Oui, oui, quand on a vu ce que Macron a comment fait les avec les Gilets jaunes. manifestations pro-Gaza Ah ouais, dans nos universités ont été réprimées par la police hein, ouais. dans certains endroits. Mais moi, dis-moi, moi, il y a une autre interrogation que j'ai. Comment on fait? Quels sont les ressorts profonds qui animent? Alors, si c'est 1,5 million, c'est quelque chose comme quoi 20% de la population serbe qui était à Belgrade hier. Qu'est-ce qui les anime? Alors que on n'est pas dans une circonstance où il y a des leaders, un programme politique, une alternative qu'on veut pousser par rapport au régime actuel. Donc, qu'est-ce qui anime ces gens pour prendre des risques, enfin des petits risques, mais des risques quand même, pour se déplacer, pour prendre la peine de sortir dans la rue plutôt que d'aller courir dans la forêt ou pique-niquer? Qu'est-ce qui motive cette mobilisation? Alors, c'est une quête de justice. C'est très simple. Les revendications des étudiantes sont simples. Ils veulent, comme David l'a dit au tout début, ils veulent avant tout la justice. Ils veulent avant tout l'état de droit. Ils veulent avant tout que les lois soient respectées. Ils veulent pas de révolution. Ils disent, avant la révolution, il y a l'évolution. C'est un de leurs slogans. Donc, ils veulent simplement que les responsables qui ont permis la reconstruction d'une gare sans vérifier qu'elle était sûre et que toutes les mesures de sécurité étaient prises, en répondent. Mais c'est le régime de Vučić ne peut pas accepter de répondre à cette requête parce que dans ces cas-là, il faudrait libérer la justice, il faudrait laisser les procureurs faire leur travail et on verrait à quel point le réseau de la corruption a gangréné le pays. Et c'est quelque chose qui touche. Alors, quelqu'un me disait, je parlais à un ingénieur en construction hier soir, puis je lui disais, mais écoute, on me dit que voilà, il y a ce toit de la gare qui s'est effondré, qu'il y a 16 millions qui avaient été budgétés, 3 ou 4 qui ont été effectivement dépensés, puis le reste a disparu dans les poches de ceci et de cela. Comment c'est possible? Je lui dis, mais c'est très simple. Moi, je peux faire la même chose, parce que moi, je fais sans arrêt des constructions en béton armé. Il suffit que tu modifies, déjà que tu mettes beaucoup moins d'armature, de fer, hein, c'est ça qui coûte cher. Et puis ensuite, tu économises juste ce qu'il faut sur le ciment, tu mets du ciment léger, puis je gagne à peu près 60% sur le devis que j'ai fait. C'est très facile de faire ça. Puis j'imagine c'est quelque chose comme ça qui s'est passé là-bas, n'est-ce pas? Bah oui. C'est ce que soutiennent en tout cas les ingénieurs qui ont travaillé là sur le site en question, qui ont démissionné quand on leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit de qu'on leur demandait pas de de contrôler de trop. Et c'est également ce qu'a établi la commission d'enquête informelle, certes, mais composée de professeurs, ingénieurs, qui a analysé la documentation disponible. Parce qu'on il y a vraiment des preuves, il y a des preuves déjà en fait qui ont été rassemblées. Ah oui, il y a déjà des preuves, mais le gouvernement, l'appareil du président Vučić ne peut pas se permettre de répondre à ces revendications simples des étudiants, parce que je m'excuse de t'interrompre. Oui. C'est comme si on proposait à un vampire de faire une balade au soleil. Vous mangez de l'ail. Ouais. Ça démantellerait tout le. Ça le brûle instantanément. Possible. C'est pas possible. Il ne peut pas. Et c'est ça qui est intelligent de la part des étudiants. Au lieu de dire on veut le départ du bonhomme, évidemment, il peut après dire oui, mais il m'en veut à moi qui ai tellement fait. Non, ils disent on ne parle pas de vous, vous n'êtes pas le sujet. Le sujet, c'est la loi, la constitution et la justice. Et on veut l'application de la loi. Mais s'il l'applique, il s'autodétruit, puisque tout son régime fonctionne sur la corruption. Donc si tu veux, c'est comme on dit en anglais, c'est un catch-22. Il peut pas se saisir du truc. Et alors, il fonctionne. C'est une question quand même, parce que lui, il n'a pas été, enfin, j'imagine qu'il n'a pas été impliqué directement dans cette affaire-là. Donc, est-ce qu'on pourrait, je demande, est-ce qu'on ne pourrait pas
imaginer une procédure judiciaire, une vraie procédure judiciaire qui, arriverait aux gens aux responsables, donc aux gens qui ont pris les décisions en termes de construction, et aux gens qui ont signé les devis, qui ont accepté les devis, éventuellement les gens qui ont réussi à prendre l'argent à gauche, à droite, sans que ça n'atteigne Vučić. C'est pas possible d'imaginer une formule comme ça? C'est pas possible. Le ministre des Infrastructures qui a surveillé les travaux a été entendu par la justice. Tu parles de Goran Vesić? Vesić, il a même passé 1 ou 2 nuits au poste. Mais il a lui-même, sans doute, j'ai pas de preuves, mais j'imagine qu'il a menacé de chanter. De faire chanter. De faire chanter, pardon. Ouais. Parce que s'il dit tout ce qu'il sait, Vučić tombe. Et donc, évidemment, on l'a laissé partir. Une des plus proches collaboratrices de Vesić, qui est la directrice des chemins de fer, ou je sais plus son nom, quand on l'a interrogé, a dit, moi, de toute façon, j'avais rien à dire. Vesić m'a dit que c'était un projet dont il s'occupait personnellement. Alors, il n'a pas parlé de Vučić, mais nombreux sont les témoignages qui disent que Vučić était pressé de terminer la reconstruction de cette gare, et pour pouvoir l'inaugurer en grande pompe avec Viktor Orbán, comme il l'a fait 6 mois avant son ouverture, alors que la documentation n'était pas prête pour qu'elle soit ouverte au public. Ah, il l'a déjà inauguré avec Viktor Orbán? Oui. Et au départ, il a nié. Quand l'Ovan s'est effondré, ils ont nié que l'Ovan avait été reconstruit. Ils ont dit qu'il n'y avait pas eu de reconstruction de l'Ovan. Après, quand on a vu que c'était beaucoup trop évident et que la documentation a commencé à être rendu public, il a dit oui, effectivement, il y a eu reconstruction. Mais il est évident que le but, c'est quand même sur le chemin Novi Sad est est une des gares les plus importantes sur la route de Budapest, et donc notamment sur cette nouvelle route de la soie des Chinois. C'est une compagnie chinoise, un conglomérat chinois d'Athènes à Budapest. Qui va d'Athènes à Budapest. Oui, c'est les Chinois qui financent d'ailleurs la reconstruction. Oui, mais c'était pas tout seul les Chinois. Hein. Les Chinois avaient le gros des contrats, mais il y avait aussi, des Grecs. Mais là, l'Ovan en question, le toit, il avait été construit par les Chinois ou par des Serbes ou encore d'autres personnes, d'autres compagnies? Pour l'instant, on ne sait pas encore le nombre de sous-traitants qui ont participé, mais on sait que les sous-traitants en question ont signé avec les Chinois. Donc le principe de la surveillance, elle aurait dû être chinoise. Les travaux, les maîtres d'œuvre, c'était les Chinois. C'est bien ça le problème, c'est qu'on n'a pas toute la documentation. Mais c'est vos impôts qui ont payé ça, ou c'est un prêt chinois ou un don chinois? On ne sait pas ça non plus. Ah, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Si c'est un prêt français, c'est qu'au départ, ça devait coûter. Alors, on a trouvé les devis. Au départ, ça devait coûter quelque chose comme 15 millions d'euros, la reconstruction de cette gare, et ça a fini par coûter 7 fois plus. Explication. Mon Dieu. Mais toute la gare, là, pas juste le toit. Toute la gare. On n'a pas de compte séparé pour l'Ovan. Ce qu'on a appris il y a 3 jours, c'est que il y a eu des témoignages de gens qui ont dit que quelques heures avant que l'Ovan tout entier ne s'effondre, parce que ça, c'est arrivé en quelques dixièmes de seconde, mais quelques heures avant, les passants avaient remarqué qu'il y avait des bouts qui commençaient à tomber. Oh. Ils ont averti la police qui n'a pas réagi. Mais maintenant, ce sentiment est-ce que c'est de l'injustice ou est-ce que c'est du dégoût, la révolte? C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, tellement l'injustice est tellement chaque citoyen dans ce pays, à un moment donné, s'est confronté à l'injustice et à la corruption. Alors, Vučić a essayé diverses méthodes pour tenter de contrer
ce mouvement qui gonfle, c'est un soufflet, c'est pas. Alors il a essayé de dire bon, c'est pas nous qui on l'a pas reconstruite. Après ils ont essayé la répression, donc ils ont envoyé des gens cagoulés, non pas la police, mais des gens cagoulés payés par le régime, bastonner les manifestants. Ça a pas suffi. Ils ont envoyé, comme disait David tout à l'heure, des gens en voiture rentrer dans les foules. Et ils en ont blessé quelques-uns comme ça. Ça n'a pas marché non plus. Après, ils ont essayé avec les crédits. Ils ont essayé d'acheter les étudiants en leur offrant des crédits à taux d'intérêt intéressant pour l'achat d'un premier appartement. Ça n'a pas marché non plus. Ensuite, on y est allé avec les insultes, comme quoi c'était des agents de l'étranger. Évidemment occidentaux, etc. Et rien ne marche. Même la démission du gouvernement incorporé n'a servi à rien du tout. Et hier soir, quand il a vu que rien ne marchait, qu'il y avait quand même des centaines et des centaines et des centaines de milliers de personnes, notamment gardées par les vétérans de l'armée, donc non seulement la police et la gendarmerie ont quand même plutôt convenablement fait leur travail, sans utilisation de force excessive, mais il y avait aussi donc les vétérans, il y avait les bikers, il y avait quelque chose comme 10 000 bikers qui sont arrivés en moto pour garder les étudiants et les citoyens. Et c'est pas des bikers qui font partie de la branche serbe des loups de la nuit, tu sais, ce qui est ce groupe de bikers affiliés à Poutine. Non, non. Ah, non. Là, c'est le contraire. C'est le contraire. Bien sûr. Ah oui, non, là, c'est le contraire. Et comme il a vu que rien de tout ça ne marchait, que son campement avec les soi-disant étudiants, il y avait toujours pas d'incident, eh ben, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Alors, c'est pas encore confirmé, c'est encore des spéculations, mais il semble clairement que c'est ce qui est arrivé. À un moment donné, pendant les 15 minutes de silence observés en hommage aux victimes, on entend, alors selon où on était placé, on l'a entendu plus ou moins bien, mais il y a eu une énorme détonation qui a créé dans la foule comme une vague, comme un tsunami. Les gens se sont séparés, enfin la foule a formé un vide. Un vide s'est formé au milieu de la foule, les gens ont commencé à tomber. Et ça a été suivi par un mouvement de panique. On n'a pas su ce qui s'est passé et quelques minutes plus tard, on a repris le moment de l'observation du silence. Il restait quelques minutes et après les soi-disant étudiants du campement au pied de la présidence de Vučić ont commencé à jeter des pierres, etc. Et là, les étudiants ont dit « Ok, on arrête ». Donc, ils ont posé leur gilet, ils ont dit « On arrête, ça va dégénérer, on demande à tout le monde de rentrer à la maison ». Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, ils ont utilisé des canons à son, qui est une arme interdite. Même en Serbie, elle est interdite, et ça serait alors selon l'analyste militaire Vojin Radić, qui a parlé hier soir à la télévision câblée N1, c'est une arme que la Serbie a achetée aux États-Unis en 1922. Et ça fait un tel choc que on entend. Alors il y a eu des témoignages aujourd'hui toute la journée de gens qui sont allés aux urgences. Une personne serait même décédée des suites d'une attaque. Et Vučić le nie. Évidemment qu'il va. Mais il y a des images. On voit bien, à un moment donné, que les gendarmes quittent un lieu quittent un endroit où il y avait où il y avait une grosse concentration de citoyens. Ils quittent en panique. Et quelques dixièmes de secondes après, on entend la détonation. Il y a aussi des images où on voit quelque chose qui ressemble à ce canon à son, avec des militaires situés sur la terrasse de la présidence. Mon Dieu.
Mais enfin, c'est des Oui, mesures. qu'il essaye à nouveau la répression. C'est- Mais quand on a des foules pareilles, c'est pas comme ça qu'on va réussir à dissuader les gens de participer la prochaine fois. Au contraire, peut-être les gens viendront plus nombreux encore. Qu'en pensez-vous? Ça, je dois dire que c'est trop tôt pour le dire. Ce qui me semble déjà assez certain, c'est que Vučić, et ça c'est maintenant bien qu'on parle un petit peu de l'avenir, c'est que Vučić est quand même, évidemment qu'il est très en situation de grande fragilité en interne, mais à l'externe, il est soutenu par Poutine, il est soutenu par l'Europe et il est soutenu par l'Amérique. Chacun de ces grands groupes de pouvoir qui sont fondamentaux pour la Serbie soutient activement ou tacitement Vučić. La Russie, parce que c'est très très bon pour Poutine d'avoir un sorte de petit agent en poste avancé dans l'Europe. L'Europe, parce que Vučić est un bon client et que l'Europe, dans une bonne vieille tradition d'hypocrisie morale, se fout complètement de la démocratie en Serbie, tant que la Serbie lui achète des Rafales en France, vend son lithium à l'industrie allemande de voitures et se montre un client comment dire, obéissant et compatible avec l'Europe, pendant que pour Trump, il y a divers projets qui indiquent un intérêt à la fois institutionnel, enfin politique et personnel de Trump pour la Serbie. Donc, tant que ce soutien est obtenu de l'étranger pour Vučić, il n'a pas de raison immédiate de vouloir partir. Il est en poste, il est assez solidement assis, même si les gens le détestent, parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Et c'est là que je voudrais juste faire maintenant rebondir sur cet aspect. Il y a effectivement en Serbie aujourd'hui un mouvement complètement historique par son ampleur et par sa nature, mais ça fait maintenant plus de 4 mois que ça dure, et on ne voit pas le début du commencement d'une traduction de ce mouvement en mouvement politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment qu'il n'y a pas de leader du mouvement étudiant, ce qui a des aspects positifs, surtout au début. Mais aujourd'hui, je pense que ça commence à avoir un aspect négatif. C'est-à-dire qu'en face de Vučić, il n'y a littéralement personne, sinon une foule immense. Mais il n'y a pas de voix en face de lui qui puisse lui opposer une réponse. Aussi peu articulée soit-elle, il n'y a personne. Et ça, je pense que ça commence à devenir un vrai problème. L'opposition a été très malmenée par Vučić depuis le début. Donc, elle a été disloquée, détruite, discréditée. Pour certains, comme Goran Vesic, le fameux ministre des Infrastructures, c'est un ancien de l'opposition qui s'est rallié à Vučić. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui font qu'aujourd'hui, que l'opposition n'est pas articulée, animée, et voilà. Mais ça devient un vrai problème. On a le sentiment que les jeunes ont fait tout le travail qui est nécessaire à établir la preuve que la Serbie est prête à être régie par l'état de droit, sans corruption, sans petits chefs et sans pseudo-dictature. Mais on attend maintenant. Tu partages cette analyse qu'il faudrait maintenant, disons, transformer ça en mouvement politique, ou essayer de, un peu comme au rugby, essayer de transformer l'essai après la mêlée? Je pense qu'il faut, comme diraient les Anglais, think out of the box. C'est pas le moment d'avoir des leaders politiques. L'opposition n'est pas prête, ça c'est sûr. Personne ne se profile véritablement à l'opposition qui pourrait avoir la confiance des citoyens. Par contre, ce qui se passe, et les étudiants auxquels j'avais parlé il y a quelques semaines m'avaient dit que c'est ce qu'ils espéraient, c'est que c'est de finalement libérer les citoyens de la peur. Bon, ça, c'est fait dans une grande mesure, mais il y a encore du travail à faire pour qu'après, ils prennent eux-mêmes, pour qu'ils reprennent eux-mêmes le flambeau. Et à un niveau local, décentralisé, décide de la manière dont ils veulent que les institutions fonctionnent, mais dans leur communauté locale. Et effectivement, depuis quelques jours, depuis quelques semaines même, ça a commencé à Bogatic, une toute petite ville à la frontière avec la Bosnie, mais importante parce que Rio Tinto, donc cette compagnie minière anglo-australienne, voilà, qui veut extraire du lithium,
a demandé à ce que soit inscrit à l'ordre du jour un changement des documents d'urbanisme qui leur aurait permis de faire de la prospection. Et le maire allait mettre ça à l'ordre du jour. Les citoyens sont entrés dans le conseil municipal, enfin ils ont investi le conseil municipal, notamment les fermiers. Ils ont viré le maire qui est sorti en s'excusant et en disant mais non, mais moi aussi j'étais contre en fait. Et ils se sont saisis de la mairie. Excellent. La même chose s'est passée à Kraljevo. Hier à Čačak, les citoyens ont dit avoir eux aussi tenu un plénum qu'on appelle maintenant des zbor. Bon, c'est un autre nom, mais en gros, ça veut dire la même chose. C'est des espèces d'assemblées citoyennes, ouais, comme lors de la Commune de Paris. Et ça transforme le paysage d'une manière à laquelle on bon, après, il faut quand même essayer de légaliser ces ouais, mouvements locaux. Donc, il faut que... Oui, mais on n'y est pas là. On n'est pas dans un mouvement. Là, on n'est pas dans une phase de légalisation. On est dans une phase de révolte, de pression populaire. Transitoire, ouais. Mais l'un ou l'autre, il faudra quand même qu'il y ait une transformation au niveau des autorités élues, tu vois. Oui, mais on est dans une phase où il s'agit de forcer le pouvoir à comprendre que la page est tournée, que c'est fini, qu'ils ne peuvent plus continuer à régner de la même manière. Et là, tu dis que leur logique, c'est une logique de bas en haut. Ah, mais ça, c'est ça. Ouais. En tout cas, moi, je trouve ça très intelligent et c'est très suisse en plus. Nous, on adore ce genre de choses. Oui. Bah oui. C'est ce que les Anglais appellent un grassroots movement. Je pense qu'il y a une façon pessimiste, une façon optimiste de considérer ce qui se passe. Pour parler de l'optimiste, on peut dire que quel que soit le résultat immédiat ou même à moyen terme, cette révolution, je sais pas comment l'appeler, ce mouvement en tout cas protestataire, a atteint ses buts de fond, c'est-à-dire prouver que la Serbie, en majorité et en assez large majorité, est opposée désormais à ce type de politique au quotidien d'un point de vue national et international. Donc ça, c'est déjà une énorme victoire de montrer que la Serbie se regarde dans le miroir et elle dit c'est ça notre avenir, c'est pas le passé, quoi. Ça, c'est quelque chose de très utile. Et c'est le côté optimiste, c'est de dire que on n'a pas besoin tellement de s'intéresser uniquement à des résultats concrets et immédiats. Il y a aussi des choses de fond qui ont besoin de changer. Et Mélissa parlait tout à l'heure des années 90 où effectivement on peut dire que il y a eu une concentration très forte sur les personnes sans s'intéresser forcément aux valeurs de fond. Maintenant, c'est un peu le contraire. Mais le point de vue pessimiste sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est que justement en face, on a quelqu'un qu'on peut taxer de beaucoup de choses, sauf de stupidité. Vučić est extrêmement un fin stratège et un très bon tacticien. Il sait très bien comment il faut avancer ses pions. Il dit des énormités et des mensonges grotesques à la télévision sans arrêt. Mais dans ses actions, il fait assez peu d'erreurs et il sait, notamment depuis des années, parier sur l'Europe tout en flattant l'électorat pro-russe, mais en achetant, en vendant des armes à l'Ukraine et en achetant des trucs à l'Europe. Donc, il sait très bien à qui il faut plaire, en fait, dans the big picture, comme disaient les Américains. D'accord, mais ça, c'est le contexte international, mais. Oui, mais il est fondamental en Serbie. Ça, c'est pas une stratégie pour satisfaire cette immense soif de justice. Non. De la population, et puis, enfin, d'après ce qu'on a entendu ce soir, il n'a pas de bonnes options pour satisfaire ce mouvement. D'abord, je pense qu'il est discrédité aux yeux des gens qui manifestent. Enfin, mais quoi qu'ils disent, ça sera perçu de manière négative, même s'il met tout son entourage. Oui, bien sûr. Donc, il a vraiment aucune bonne option. Et puis, on ne peut pas se maintenir à la tête d'un pays seulement parce qu'on est une marionnette, ou disons parce qu'on bénéficie du soutien de Trump, de Poutine et de l'Union européenne. Donc, il devra... Et puis, en plus, après, comment on fait pour gouverner un pays sans gouvernement? Parce qu'il ça fait déjà maintenant assez longtemps. Alors, il a dit le 27 février qu'il se donnait 40 jours pour appeler nommer un nouveau gouvernement, c'est ça? Je crois que c'est ça, hein.
Il a dit le 27 janvier. Non, le 27 janvier, il a démissionné, mais il avait un mois ensuite, Ah Vučić, oui. pour dire ce qu'il faisait. Est-ce qu'il appelait des nouvelles élections ou est-ce qu'il nommait quelqu'un? Et puis, il a racheté encore du temps en disant, dans 40 jours, d'ici 40 jours, j'aurai un nouveau Premier Oui. ministre pour rester dans le cadre constitutionnel. Mais qui, parmi ses proches, même parmi les plus écervelés et les plus sycophantes, a envie aujourd'hui de prendre la place de chef de gouvernement? Enfin, c'est un poste, on se fait tirer dessus toute la journée. Pour moi, et je le dis depuis des années, et j'en suis plus que jamais convaincu depuis hier soir, la question centrale qui se pose en Serbie, c'est non pas quand, mais comment est-ce que Vučić va céder le pouvoir? C'est là que tout se décide, en fait. Est-ce qu'il va partir volontairement ou involontairement? Si c'est involontairement, dans quelles conditions? Si c'est volontairement, dans quelles conditions? Le test de la démocratie de ce pays, il est là. Et il est absolument central. Et moi, s'il faut maintenant se lancer dans des prédictions un petit peu bref de comptoir, je dirais que dans l'immédiat, ça va pas le faire. Les circonstances ne sont pas réunies pour qu'il parte. Mais il est évident pour lui, et je pense qu'il le sait, il ne pourra jamais gagner de nouvelles élections. C'est impossible pour lui. Donc, il va devoir choisir d'ici à 2 ans et demi, c'est le terme de son mandat, une façon de trouver une porte de sortie avec des garanties d'Europe, d'Amérique qui lui disent c'est bon, on te touche pas, etc. Un peu comme ce qui s'est passé avec Milo Djukanovic au Monténégro. On va pas rentrer dans cette affaire maintenant, c'est une autre chose. Mais je pense que c'est ça qui se joue aujourd'hui en Serbie, c'est comment est-ce que Vučić va partir. Ouais, bon, et puis en plus de ça, ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est est-ce que ce mouvement de fond de la société qui veut éradiquer la corruption à tous les niveaux, enfin, est-ce qu'on arrivera vraiment à faire une vraie avance vers l'état de droit dans une logique vraiment démocratique, de démocratie presque directe, en tout cas de démocratie de proximité, contrairement à la révolution du 5 octobre 2000, qui est une révolution par le haut quelque part. On a changé les têtes, on s'est dit ça y est, la démocratie est arrivée. Et puis là, maintenant, 25 ans plus tard, on se rend compte que la démocratie, elle n'arrive pas en changeant quelques têtes. Et il y a ce mouvement de fond qui, à mon avis, doit être porteur d'espoir pour les gens, mais aussi pour changer les valeurs, les structures, la manière dont on gouverne ce pays, en commençant par la municipalité, puis en allant jusqu'au sommet de l'État. Donc, mais si j'ai bien compris, on devra en savoir plus vers la mi-avril, parce que c'est à peu près ça le délai pour former un gouvernement ou pas, ou convoquer des élections. Je pense que les choses vont aller un petit peu plus vite que ça. D'abord parce que un des gros soutiens des étudiants, ce sont les enseignants. Les enseignants n'ont pas reçu, qui sont en grève depuis le début, quasiment, n'ont pas été payés le mois dernier, ou même le mois d'avant. Ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas été payés, ils vont pas tenir. Ils vont pas tenir ad vitam aeternam. Et il faut que la décision soit prise d'ici la fin du mois. Si l'année va s'ils vont essayer de rattraper le curriculum perdu, ou si l'année va être perdue pour tout le monde. Ils sont sous une pression énorme, les enseignants, énorme. Et s'il n'y a pas d'autres branches de la société, d'autres employés qui se mettent en grève, d'autres branches qui expriment leur solidarité, ça va être difficile, d'autant plus que hier soir, Vučić a quand même fait très très peur avec ses canons à son. Selon un certain nombre de témoignages, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont allées aux urgences avec de sérieux problèmes. Qui peuvent avoir des il y a peut-être certaines personnes qui sont intimidées, mais est-ce que ça va pas, au contraire, révolter encore plus? C'est toute la question. C'est toute la question. Mais c'est quand même, c'est pas, ça va pas. Je pense pas qu'on va pouvoir faire tenir, en tout cas les enseignants, encore trop longtemps. Mais par contre, les étudiants, eux, ils restent mobilisés et leur persévérance est sans faille. Les étudiants sont très mobilisés, très persévérants, mais il faut savoir que les étudiants bénéficient d'un énorme soutien des citoyens simples. Rien que pour manger à Belgrade, les étudiants, on leur livre 5000 repas quasiment par jour. Qui les fait manger? Ce sont les citoyens.
Moi, j'ai travaillé sur des groupes Viber où il y a maintenant 600 personnes qui font partie de groupes Viber qui cuisinent tous les jours, mettent ça dans des petits paquets. Il y en a d'autres, ceux qui peuvent cuisiner, cuisinent, d'autres font des donations et d'autres font les chauffeurs. Admirable solidarité. Je crois pas qu'un mouvement comme ça serait possible où que ce soit en Europe occidentale aujourd'hui. Non, c'est sûr que non. Non, hier, il y avait des queues, il y avait les mamies et les papis qui faisaient les queues devant les facultés pour emmener, avant-hier, pour amener aux étudiants des fruits, des légumes, de l'eau, des petits gâteaux, avec les derniers deniers qui leur restent pour qu'ils puissent tenir les 2 ou 3 jours des manifestations. Lorsqu'ils passent dans les patelins, il y a des tables qui s'étendent sur des dizaines et dizaines de mètres où les Verre de victuailles. Bon, bah écoutez, chers amis, affaire à suivre. Hein, on est. Affaire à suivre. Et Pour pour reprendre historique, si on veut en revenir aux définitions, je crois que c'est la preuve n'est plus à faire. Mais évidemment, comme toujours dans les moments historiques, l'issue est incertaine. Et pour reprendre le mot d'ordre général qui s'est imposé depuis quelques semaines, Pompaille, ce qui veut dire pompe. Pump it up. Voilà, ce qui veut dire vraiment vas-y quoi à fond. C'est tout le monde dit dans la rue Pompaille, Pompaille. C'est vraiment ça marche très très bien. Donc nous, c'est l'idée de faire gonfler un ballon, bien. Voilà, ouais. Bon, Une pancarte hier disait faites gonfler le ballon jusqu'à ce que la haine explose et l'amour prenne le dessus. Voilà. C'est pas beau? C'est pas beau ça. C'est magnifique, regarde, comme mon chat. Eh ben voilà. Conserve. Eh ben, Jean-Daniel, c'était un plaisir comme d'habitude. On se revoit très bientôt et on fera bientôt une mise à jour de ce qui se passe ici pour nos auditeurs. Bonne soirée à toi. Bye bye Jean-Daniel. Au revoir. À bientôt. Bye. C'était un épisode du podcast Ruche et Laufer. Chaque semaine, Jean-Daniel Ruche, ancien ambassadeur de Suisse, et David Laufer, écrivain suisse basé à Belgrade, commentent l'actualité, la géopolitique, l'histoire et la culture. À très bientôt pour un prochain épisode.